Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale sur la logique derrière la stratégie allemande du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle. Cette vidéo est issue d'un article sur notre blog, j'espère qu'elle vous plaira. Quels sont les éléments qui forment la culture stratégique allemande à l'aube de la Seconde Guerre mondiale? Disons jusqu'en hiver 41, car après ça, c'est une autre affaire. La culture stratégique d'un pays est l'ensemble des caractères géostratégiques, historiques, culturels, etc., qui présupposent les décisions stratégiques d'un pays. Je ne prétends pas être une grande autorité sur le sujet, mais j'espère vous donner une perspective sur pourquoi la stratégie et la pensée militaire est ainsi. Considérez ce qui va suivre comme une liste non exhaustive des détails aussi intéressants que constants dans la pensée militaire prusso-allemande. Retenez aussi que toute règle a ses exceptions, que les débats internes sur les sujets techniques étaient vifs, et que ce qui va suivre est mon interprétation inspirée des livres que j'ai lus. Je ne rentre pas dans tous les détails, car 1. Je ne maîtrise pas encore les influences réelles ou imaginées de Kant sur Clausewitz. 2. Je ne veux pas en faire un livre de 600 pages sur la pensée militaire prusso-allemande. Et oui, ils existent. J'en ai un à finir à l'heure qu'il est. La première considération qui crée une culture stratégique est la situation géopolitique et son histoire. La Prusse et l'Allemagne, qu'elle finira par dominer, sont au centre de l'Europe. Qui plus est, cette Prusse initiale est centrée sur l'électorat de Brandebourg, le soi-disant bas vassal de l'Empire, en référence à l'infertilité de la terre. Nous avons donc un pays aux ressources limitées, dans une situation stratégique désavantageuse, et disons une expérience traumatisante ou deux, en la forme de la guerre de 30 ans, désastreuse du fait de la tentative de neutralité de l'électeur, qui fut enrôlé pratiquement de force par Gustave Adolphe, qui poussa l'électeur suivant à largement agrandir son armée, qui utilisera comme principal moyen pour soutenir sa politique extérieure, en allant faire la guerre avec les plus offrants. C'est-à-dire soit la France, soit les Habsbourg, souvent l'un contre l'autre. Cependant, cette armée ne lui donna pas si grande voix dans l'avenir de l'Europe. On le voit dans le traité de Saint-Germain-en-Laye, où le Brandebourg a refusé l'entièreté de la Poméranie suédoise, malgré avoir écrasé l'armée suédoise devant la bataille de Färwelin. La réponse de l'électeur? Agrandir son armée, encore plus, tendance qui sera reprise par son petit-fils, Wilhelm Ier, roi en Prusse, qui en profitera pour forcer la noblesse dans l'armée, afin de pouvoir mieux centraliser le pays. Mais je digresse. Mon point est simple. Historiquement, la Prusse est un pays disposant d'ennemis potentiels aux quatre coins de ses frontières, tout en manquant de ressources autres que sa propre force armée, voire les bons mariages. Cette situation lui donnait un avantage initial dans tout conflit, mais l'exposait à des attaques sur plusieurs fronts, ce qui est très bien illustré par la guerre de 7 ans, qui ne fut gagnée qu'in extremis, suivant l'avènement d'un nouveau tsar particulièrement erratique. L'armée de Frédéric II put profiter de son entraînement supérieur dans les premières campagnes offensives et de ses lignes intérieures afin de faire face à plusieurs menaces sur autant de fronts. Mais sa qualité finit par décliner. Déjà alors, le pays ne pouvait pas supporter les guerres d'attrition. La solution était en théorie simple, pratiquer une guerre agressive, détruire la force ennemie, au sens militaire, lui faire perdre sa capacité de combattre, et la faire capituler le plus tôt possible. La guerre de 7 ans n'est pas tant un exemple stratégique qu'un autre traumatisme, qu'on voudrait revoir. Dans cette conception, une guerre idéale serait pour Frédéric II, kurz und vives, courte et vivace. Aussi, la mobilisation économique du pays était négligée dans cette conception stratégique. On ne voit par exemple la mise en place de la politique de guerre totale que tard dans la guerre. Il y avait aussi d'autres facteurs qui pourraient inscrire l'état-major général de la Wehrmacht et le leadership politique de la rapidité d'une victoire contre l'URSS. Ceci inclut un profond dédain pour l'URSS. La logistique, une absence totale de renseignements sur l'arrière du pays, ou de ses armements plus modernes. Cette conception de la guerre les poussait à privilégier l'aspect tactico-opératique de la guerre, au détriment d'autres fonctions de support telles que les renseignements, supposément d'intérêt limité, car dans l'idéal on imposera sa volonté à l'ennemi. La logistique, avec assez de volonté, tout est possible, pensait-on, et la guerre en coalition. D'autres détails sont disponibles dans cette vidéo accessible et assez intéressante de Military History with the Eyes. Je vous mettrai certainement le lien dans la description. Il est aussi intéressant de noter que la notion allemande de relations civiles-militaires est assez spéciale. Moltke l'Ancien accepte que l'instrument armé sert à la politique, mais une fois la guerre lancée,
il refuse l'influence politique dans cette direction. Ludendorff et Hitler sont encore plus extrêmes. Selon eux, la politique sert la guerre plutôt que l'inverse. De même, selon eux, la destruction des forces armées ennemies est le meilleur moyen d'obtenir sa reddition d'après eux. Clausewitz considérait la bataille comme l'activité principale de l'armée, sa raison d'être, car la bataille ou la série de batailles permettait de détruire l'outil militaire ennemi et le réduire à l'impuissance. C'est ce que Moltke cherche à faire en Autriche et en France. Détruire la force principale ennemie. Il ne compte sur la guerre populaire qui suivit Sedan, la considérant même par la suite comme un gâchis inutile d'hommes. Il en va de même avec Schlieffen, dont l'objectif n'a jamais été Paris, mais l'armée française qui était censée se battre dans les Lorraine. Pas attaquer le point faible allemand sur la Marne. Même chose en 40, avec Manstein et son plan jaune. La logique reste la même. Forçons l'ennemi à admettre son impuissance, en le désarmant le plus tôt possible et le plus complètement possible. Cependant, ils admettaient le concept de guerre limitée par exemple. Clausewitz admet que dans certaines situations, la destruction totale de l'outil militaire ennemi n'est pas nécessaire pour atteindre l'objectif politique. Mais cette mentalité rencontre sa limite en 1870, quand l'ennemi refuse de s'admettre vaincu et continue de se battre, en vain. Mais la guerre partisane de 70 marquera les esprits de l'armée impériale. Même problème en 14, la grande offensive ne marche pas, que faire? Les problèmes nouveaux de commander une armée de plusieurs millions d'hommes sur les centaines de kilomètres n'aident pas vraiment. Il va aussi leur falloir apprendre à faire la guerre totale à l'arrache, 2 fois l'affilée. Étrangement, nombre de généraux allemands considèrent que la stratégie, voire l'art opérationnel ou ses bases, car bien qu'établies à l'époque, celles-ci restaient encore assez floues, sont considérées comme subordonnées aux exigences de la tactique. Moltke l'Ancien proclame que les intérêts de la stratégie doivent rester silencieux face aux diktats de la tactique. Pour lui, quel intérêt de faire des plans sur le long terme si les batailles étaient perdues? Ludendorff va plus loin, déclarant qu'il ne supporte pas le terme « opération ». On fait un trou au milieu et on voit ce qui se passe ensuite. C'est ce qu'on faisait en Russie, disait-il. Un dernier point fascinant, mais mal compris, est que les Allemands sont très informels quand on parle de guerre. Oui, ils ont retenu quelque chose de Clausewitz, mais ce qu'on appelle la Blitzkrieg dans le contexte de 40 est un terme d'origine américain, d'après l'historien Robert Citino. Il préfère le terme Bewegungskrieg, ou simplement guerre de mouvement. La même sorte de guerre pratiquée depuis presque 300 ans. Contrairement à l'armée américaine, par exemple, les armées allemandes ne nommaient pas leur doctrine. On voit aussi cette informalité dans leur système d'éducation militaire. La Kriegsakademie ne notait pas les exercices de tactique, pour la simple et bonne raison que la tactique est annotable selon eux. Chaque problème peut avoir une infinité de solutions, à l'étudiant de trouver un bon. Cette même institution va apporter un intérêt tout particulier au caractère de l'étudiant, qui est considéré vital à la guerre, ce qui est en accord avec le livre 1, chapitre 3 de la guerre, où, selon Clausewitz, c'est le caractère d'un commandant qui, supporté par son éducation, en fait un génie militaire. Même Helmut von Moltke l'Ancien, un homme très érudit, a apporté une importance indéniable à l'éducation au Reichstag. Plus important que ce qu'il y a appris à l'école est l'éducation morale d'un homme. Simplement dit, la discipline. C'est sa discipline que vous avez gardé 3 campagnes. Nous avons donc une culture qui considère la discipline et la volonté comme les attributs les plus importants du commandant. Ajoutez à cela un peu de culte de la volonté fasciste, et voyez des résultats étonnants. Voir dans la description une présentation du Dr Sahel, qui a écrit plusieurs livres sur la Grande Guerre patriotique. Leur doctrine leur sert de guideline, ou comme une introduction pour l'éducation personnelle de l'officier, qui seul peut lui donner une compréhension de la guerre. Les ordres eux-mêmes prennent le caractère de courtes directives, montrant subordonner l'intention de son supérieur et lui laissant un champ libre pour le réaliser. Certains généraux allemands comme Moltke l'Ancien se refusaient de créer ou de suivre des systèmes tactiques prédéfinis. L'unité de pensée nécessaire pour combattre était inculquée tout au long de l'éducation d'un officier, d'état-major général. Un groupe d'experts militaires employés comme assistants au commandant de haut niveau, pour la division ou plus, et dans l'état-major général à Berlin. Voire de l'officier de ligne. Il suivait directement les enseignements de Clausewitz, selon qui la théorie militaire devait aider l'officier à penser une solution pour le problème, ne pas lui donner la solution, même si on s'attendait à des concepts un minimum uniformes afin de pouvoir travailler ensemble. La guerre est un art pur chez les Allemands, contrairement aux Russes soviétiques qui la considèrent comme une science. Bien sûr, il y a des cas de dogmatisme supposé. Schlieffen, par exemple, est accusé d'être obsédé par la bataille d'encerclement. Et bien qu'il y ait une certaine part de vérité à ces accusations, il a aussi parlé de la nécessité de fixer l'ennemi par une attaque frontale. Mais je dis casse encore. Vous savez quoi? Je vais m'arrêter ici pour le moment.
Le sujet est vaste et je n'ai touché que le sommet de l'iceberg, et pas la façon la plus méthodique qui soit. J'espère vous avoir donné un peu de contexte sur pourquoi ils étaient ainsi, et vous avoir montré que, bien que ces messieurs ont beaucoup à nous apprendre, ils avaient de profondes lacunes qui les ont menés à leur perte. Obstürmt oder steigt, ob die Sonne